Bonjour à tous, merci. Je suis Aurélien Tenef, donc Société Obelio. Je m'occupe du développement du business MSP au sein d'Obelio depuis juin. On va parler aujourd'hui de sécurité et en particulier d'une fonctionnalité donc de protection web, autrement dit du filtrage de contenu, autrement dit tout ce qui est protection des accès web, contrôle de l'usage d'Internet et de vous donner effectivement les moyens d'apporter une couche de sécurité supplémentaire à vos clients avec la même simplicité et facilité avec laquelle vous gérez au quotidien donc vos clients via la console Remote Management. Alors, on va tout de suite passer sur l'agenda de la session. Donc tout d'abord, je vais vous présenter tout simplement qu'est-ce que la protection web aujourd'hui, qu'est-ce que le filtrage de contenu, pourquoi c'est aussi intéressant que ça pour les hackers, tout simplement, qu'est-ce qu'ils cherchent à dérober, qu'est-ce qu'ils cherchent à manipuler, pourquoi le web protection est une partie d'une stratégie de sécurité mais est efficace en combinaison d'autres couches. On va parler un petit peu du paysage du milieu IT. Donc aujourd'hui, quels sont les changements qui se sont opérés dans l'usage des entreprises, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels par rapport à Internet, la façon dont les DSI gèrent aujourd'hui chez leurs clients l'informatique, etc. Et quel impact pour vous et quelle valeur ajoutée vous pouvez avoir, vous, en tant qu'infogéreur, sur ces différents points. On va parler également plus particulièrement de la sécurité dans le cloud. On va aussi, bien sûr, je serai là pour vos questions. Je serai appuyé d'un point de vue technique si nécessaire pour vous renseigner. Je vous ferai une petite démonstration, tout simplement, de la mise en place de stratégies de sécurité pour tout simplement rendre actifs les différents filtres. Donc c'est parti. Aujourd'hui, qu'est-ce que la protection web et le filtrage de contenu? Bon, typiquement, c'est une fonctionnalité de sécurité qui vous permet de compléter les antivirus classiques spécifiquement pour les attaques qui viennent du web. Aujourd'hui, les utilisateurs font de moins en moins la différence entre une application qu'ils utilisent au quotidien, qui est installée sur leur poste, et une application qui soit dans le cloud, peu importe son appellation. Donc globalement, la sécurité sur le web, ça va donc dépendre de la protection de la façon dont vous protégez vos postes avec nos différents outils. Vous pouvez également contrôler la bande passante de façon centralisée pour vous alerter sur des abus divers, on en parlera, et aussi permettre de contrôler encore une fois l'usage qui est fait de la bande passante. Alors tout d'abord, vous pouvez éviter donc les abus. Donc typiquement, ils sont de deux sortes. Naturellement, quelqu'un qui commence à télécharger différents types de documents sur son lieu de travail, vous pouvez limiter ce type de dérive. Vous pouvez également protéger les utilisateurs de tout un tas de sites dangereux qui peuvent embarquer tout un tas de malware, de virus qui chercheront à soit dérober d'informations, soit donc des informations de type de confidentialité, des habitudes de navigation, des cookies et autres. Et ensuite, comprendre l'utilisation de la bande passante. Alors ça veut dire quoi? Effectivement, si certains utilisateurs passent leur journée sur YouTube, ça peut rapidement engorger la connexion Internet de l'entreprise et justement mettre en péril déjà la sécurité et deux, la disponibilité des applications métiers qui peuvent souffrir, on va dire, de cette mauvaise utilisation. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques statistiques qui viennent de différents analystes indépendants. Donc globalement, aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Internet pour ne serait-ce que quelques minutes ou plus, malheureusement, pour accéder à Internet pour des raisons personnelles. Alors on parle là de 50%. La réalité,
c'est qu'effectivement ça diminue la productivité des gens. S'ils sont occupés à faire autre chose que leur travail, c'est pas le but. Bien sûr, les gens sont moins disponibles auprès des propres clients de la société. Vous pouvez jusqu'à étrangler la bande passante comme je viens de l'évoquer avec YouTube. Et puis effectivement surfer sur certains sites qui peuvent être illégaux au regard de la loi. Donc on va parler de contenus très préjudiciables, hein, comme des sites qui incitent à la violence, au terrorisme, des sites de pédopornographie ou autre chose comme ça. La réalité c'est quoi? On parle de poursuites au civil, voire au pénal selon les contenus. Et l'idée de la web protection, c'est bien sûr de prémunir la société et ses employés, ses dirigeants de tout ça. Alors un cas en particulier, bon là c'est un cas américain où on parle là d'1,9 milliard de pertes assumées et cumulées parce qu'ils ont un nombre d'employés assez colossal cumulé. Ramené à nos échelles, on parle concrètement, selon des études récentes, de 2 heures par semaine perdues par employé en France. Donc multipliez ça par le nombre de semaines, multipliez ça par les années, par le nombre d'employés. Je vous laisse calculer la perte de productivité que ça peut engendrer. Les différents types de sites dangereux, il y en a essentiellement 2. Les malwares qui contiennent effectivement du code qui permettent d'installer différents types de virus ou de logiciels malicieux qui vont chercher à récupérer des données sur le poste. Donc ça, on parle là de login, de mot de passe, de cookies, d'habitude de surf. Et le but c'est de tout simplement rançonner les utilisateurs et revendre les informations. Les autres sites donc de phishing, autrement dit en français des tentatives d'hameçonnage, là aussi donc effectivement tout ce qui est identifier un mot de passe. Les exemples de sites qui sont les plus attaqués sur ce type d'attaque, vous avez tous vu dans vos emails parfois des attaques de différentes banques françaises. On parle aussi des impôts, on parle aussi de différents sites sensibles où il y a soit de l'argent en jeu, soit des informations personnelles assez pertinentes. Donc voilà, on a le cas par exemple là d'une attaque de phishing contre Facebook. Le site a la même bonne tête que Facebook, sauf qu'il renvoie vers un domaine qui n'a rien de licite. Les navigateurs font une partie du boulot, mais ils sont loin d'être aussi pertinents qu'une solution dédiée comme Web Protection. Un autre cas, CryptoLocker. Donc ils ont réussi à amasser 30 millions de dollars en 3 mois. Concrètement, ils chiffraient le disque des victimes et ils demandaient une rançon. Donc j'espère que personne n'a vu cet écran parmi vous, mais c'était bien la réalité et ils ont fait de l'argent avec ça. Et encore une fois, qui sont les victimes? Des petites et moyennes entreprises, des particuliers, parce que voilà, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir des solutions les meilleures qui soient dans le monde, les plus chères souvent, donc ou par méconnaissance ou tout simplement. Donc on est là et pour apporter une solution par rapport à tout ça. On va parler du cas particulier des navigateurs. Alors pourquoi ils sont extrêmement intéressants pour les hackers? Ils proposent une surface qui est extrêmement large pour les pirates. Pourquoi? Le navigateur il est capable d'interagir avec la machine et le matériel, les composants de la machine de façon large. Je parle là du processeur, je parle là de la carte graphique, je parle là de différentes puissances de calcul qui peuvent être déviées de leur usage initial. Et si ça suffisait pas, eh bien les utilisateurs, pour des questions de commodité ou d'usage, ajoutent des plugins tout simplement pour facilement transférer un site qu'on a apprécié ou une pièce jointe ou quoi que ce soit. Et parfois, malheureusement, ces plugins regorgent d'informations personnelles. Et ce sujet étant de plus en plus sensible, j'ai pas besoin de vous dire que c'est effectivement capital d'apporter une réponse par rapport à ça. Le cas particulier de Facebook, qui reste quand même le réseau social le plus utilisé dans le monde, une belle saleté s'est retrouvée sur les murs des utilisateurs infectés par une
par quelque chose qu'ils avaient attrapé par une campagne donc d'emailing et un lien de phishing qui donc crée à l'issue de l'infection des messages sur le mur invitant effectivement, faisant afficher une vidéo type pornographique ou autre joyeuseté et au moment pendant le visionnage, elle s'interrompait demandant à l'installation d'un lecteur vidéo. Si on clique, vous connaissez la suite. Un rapport de 70 pages, donc un rapport d'enquête de cette année qui date, qui est récent sur la compromission des données par Verizon, donc qui est quand même un gros acteur dans le milieu de la sécurité, rappelle concrètement d'où viennent les attaques. Donc typiquement les pièces jointes dans les mails, ça continue toujours. Les liens malicieux, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, toujours dans les emails. Et donc tout ce qui est web drive par download, ce sont des téléchargements automatiques qui peuvent se déclencher depuis Internet. Donc globalement, vous avez 54% du type d'attaque aujourd'hui qui concerne effectivement le web. Alors pour être plus précis, toutes ces attaques ont un nom particulier, comme le spear phishing email. Donc c'est une attaque par email qui permet donc avec en amont des démarches d'ingénierie sociale de viser un collaborateur en particulier dans l'entreprise avec un email spécifique. Je veux dire par exemple, l'email, vous avez tous entendu parler en France des cas où effectivement un email avait été envoyé à un service de compta à une personne en particulier qui était peut-être connue pour plus fragile ou autre ou je sais pas quoi, et qui a déclenché des virements vers des numéros IBAN internationaux. Bon. Donc tout ce qui est malvertising, c'est globalement de l'empoisonnement de régies publicitaires. Donc toutes les pubs que vous voyez sur Internet, que ce soit dans des encarts, en en-tête, en fond de page web, les régies louent des espaces. C'est un petit peu comme les espaces 4x3 dans la rue qu'on a pour la publicité, ou les arrêts de bus. Tout simplement ils louent des espaces et puis s'ils font pas attention, au milieu de toutes les pubs qui peuvent passer, une peut être empoisonnée par un malware. Et c'est le drame. Les attaques de type Wuthering Hole, et là encore, des résultats de recherche empoisonnée. Donc typiquement des gens qui profitent des méthodes de calcul, des recherches sur Google et consorts, ou encore des réseaux sociaux, pour afficher des résultats qui, eux, une fois que vous cliquez sur le lien, vous affectent votre poste, encore une fois, avec tout un tas de saloperies. Personne n'est à l'abri, je parlais des petits clients, mais même les gros se font prendre. Alors vous noterez en particulier, et je l'ai mis dès le départ, ces gens de chez RSA qui, pour rappel, fournissent des solutions d'authentification forte, de corrélation de log, et surtout de clés de chiffrement, jusqu'à des niveaux armés. Ils sont pris un spear phishing bien comme il faut. Bon, c'est pas forcément, ça arrive, même au mieux renseigné. D'autres cas variés. Je vais pas m'arrêter sur tous les cas. Speed test est intéressant, il est assez vicieux. Speed test, vous savez bien, c'est pour tester la bande passante et la qualité de réponse de votre connexion internet. Imaginez que tout se passe bien, tout à la bonne tête du test de bande passante, sauf qu'en plus, ça vous envoie des saloperies. Et oui, les serveurs se sont fait compromettre, et en lançant effectivement le test, ça a lancé également un malware à destination des postes. Alors, tout ça est très américain, etc. Mais pour quelque chose d'un petit peu plus proche, Ashley Madison, c'est un cas de cette semaine, ça du début de semaine, si vous avez suivi les news sécurité. De quoi on parle? On parle d'un site de rencontre américain, 32 millions de comptes. L'intention
les hackers ont dit c'est un site de rencontre orienté adultère. Du coup, les pirates se sont dit on attaque ce site web et soit vous le fermez immédiatement, soit on divulgue toute la base client. Ashley Madison ont tenu bon. Résultat, là en début de semaine, toute la base client a été divulguée. Donc on parle là du nom, prénom, adresse, carte bancaire, et si ça suffisait pas, préférence sexuelle, etc. Pour couronner le tout, des adresses sur des domaines publics, militaires et autres. Donc ça va continuer. Aujourd'hui, aussi un risque assez sérieux de sécurité, c'est tout ce qui est hotspot public. Globalement, les gens ont des obligations de moyens, ils mettent en place des réseaux Wi-Fi publics, les pirates arrivent facilement à les détourner, à mettre ce qu'on appelle des portails captifs qui donc nécessitent une authentification. Les gens s'y connectent un peu par hasard parce que, et je parle même pas des touristes, mais ils s'y connectent pensant que tout est facile, tout va bien, et en réalité ils tombent sur un hotspot étrangers au réseau sur lequel ils souhaitent accéder, et ils se font, là aussi, peuvent se faire piquer des informations confidentielles. Bien sûr, on retrouve après, on peut retrouver aussi des enregistreurs de frappe pour récupérer encore une fois les mots de passe et d'accès à différentes applications sur les smartphones ou PC portables. Une escroquerie particulière qui existe depuis déjà longtemps, qui avait ciblé à l'époque les managers dans les hôtels, cible professionnelle. Certaines variantes dans le monde existent toujours, tout simplement. Donc vous avez du boulot. L'autre usage, c'est comprendre l'usage de la bande passante. Aujourd'hui, on peut regarder et vérifier que la bande passante fonctionne bien. L'idée, c'est de bien mesurer l'usage, d'être sûr que la bande passante disponible dans l'entreprise correspond à l'usage qui est fait. On peut trouver des goulets d'étranglement, se rendre compte tout simplement qu'un site a des besoins plus importants que l'autre. Ok, très bien. Sauf que la personne qui est derrière le poste est en congé. Comment se fait-il qu'elle consomme autant? Elle fait partie d'un botnet. Personne ne l'avait vu et ça consomme de la bande passante. Ça peut compromettre la sécurité de la société et ça consomme de la bande passante. Là, un tableau qui rassemble l'évolution des demandes de bande passante jusqu'à cette année. Pour les années à venir, on est dans une projection qui est exponentielle, puisque après toute la multiplication des smartphones, des tablettes, des ultrabooks, etc., on commence à voir arriver tout ce qui est objet connecté. Je vais vous parler un petit peu de la protection web. Typiquement, les gens se connectaient lorsqu'ils étaient dans leur réseau de façon physique ou en mouvement, donc à un concentrateur VPN, IPsec ou SSL, pour effectivement passer de cette façon-là et se connecter aux applications, au réseau de l'entreprise. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus mobiles, le télétravail se développe, donc résultat, les gens se connectent depuis des connexions Internet qui ne sont plus maîtrisées, qui peuvent être publiques, donc des réseaux sans fil variés, donc les fameux gens en mobilité, etc. Et peuvent donc contourner le VPN classique. Qu'est-ce que ça donne? Un réseau qui est de plus en plus difficile à appréhender et à gérer. Et la multitude, on va dire, des moyens de connexion rendent la tâche un petit peu plus compliquée pour l'administration, voire impossible. Alors là, le réseau de la maison, les gens qui se détendent après le boulot, les gens qui accèdent à des applications dans le cloud et les gens qui veulent accéder depuis leur mobile. Donc sans protection web, les posts et les utilisateurs envoient des requêtes directement sur Internet. Et Internet renvoie le contenu directement. Avec une protection web, vous avez un agent en local qui suit le poste, donc qui est capable d'apporter une protection en toute situation. Cet agent
l'utilisateur envoie les requêtes à l'agent, l'agent envoie sur Internet sa requête, le contenu revient non filtré et l'agent refiltre le contenu qui est enfin affiché et qui correspond aux politiques de sécurité et d'usage en vigueur dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, la meilleure méthode pour fournir un contrôle du web et un filtrage efficace des nomades, c'est d'avoir une protection basée sur le poste pour que le poste soit protégé en toute situation, peu importe la connexion, peu importe sa connexion. Un outil qui est géré par le cloud, qui est donc déployé et mis à jour. Et le tout avec un contrôle de la bande passante pour que les gens puissent, pour que tout le monde puisse accéder aux logiciels métiers et aux applications d'entreprise en toute sérénité. Je vais vous parler un petit peu des analystes et des tendances. Alors selon IDC, donc est quand même très connu je dirais au même titre que Gartner par exemple, de plus en plus de gens se connectent à distance, de plus en plus de gens utilisent des applications dans le cloud. C'est en constante évolution et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Et si ça ne suffisait pas, à l'image que ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement les smartphones, les tablettes, les ultrabooks, les objets connectés bousculent les enjeux par rapport au réseau. Et effectivement, c'est important de pouvoir s'adapter. Alors web protection aujourd'hui, ça fait partie d'un plan de sécurité en 4 couches. Donc je vais rapidement vous passer ces différentes étapes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, la protection web, ça vous permet d'éviter que les cybercriminels, hackers, effectivement, pénètrent sur vos navigateurs et vos applications et votre système et le système d'information de vos clients de manière générale. Mais c'est pas tout. Comme on l'a vu tout à l'heure, on parlait de liens malicieux qui sont bloqués par web protection et qui émanent des emails. Alors très bien, il y a aussi chez nous MaxMail Protection qui vous permet, c'est en fait une solution de filtrage anti-spam, qui vous permet là aussi de façon hébergée d'anticiper les risques en nettoyant les adresses mail en amont, avant même qu'elles n'arrivent sur le réseau de vos clients. Mail Archive qui permet tout simplement de l'archivage, y compris légal, d'emails chiffrés, sécurisés. Bien sûr, on n'a pas du tout envie que les cybercriminels s'intéressent à notre système d'information, donc on ne va pas les laisser entrer. Comment on fait? Faire en sorte que les applications qui sont utilisées au quotidien dans les entreprises soient mises à jour, donc utiliser le patch management de remote management. Bien sûr, les cas plus éloquents, vu que j'en suis là, restent tout ce qui concerne Java, Flash. Pour rappel, les directeurs techniques respectivement de Facebook et d'Amazon, je crois, ont intimement incité Adobe de déclarer Flash en fin de vie. On va voir la suite de l'épisode, bientôt je pense. Et bien sûr, on va laisser, si une fois que une brèche a été détectée et qu'effectivement quelque chose est arrivé, on va pas les laisser rester quand même. Un antivirus reste intéressant, mais il est capable de vous protéger uniquement et efficacement de ce qu'il connaît, donc des bases de signatures, etc. Pour rappel, dernièrement, le moteur antivirus de remote management et donc la ligne de sécurité donc antivirus a évolué. Maintenant, nous sommes en deuxième version de release candidate sur Bitdefender, donc un des moteurs les plus efficaces du marché. Pour conclure, les points clés par rapport à ma présentation, c'est que effectivement les gens nomades ajoutent de la complexité, il faut s'en occuper, sinon quand ils seront de retour de leur déplacement, il y a un haut risque de sécurité pour les entreprises dans lesquelles ils rentrent. La protection web basée sur le cloud, comme nous la proposons, est une excellente solution pour toute situation, peu importe comment l'utilisateur se connecte à Internet et où il se trouve.
Ensuite, tous les outils de gestion classiques que nous utilisons de façon centralisée vous permettent de collecter des informations, générer des rapports et d'anticiper tout simplement de futurs besoins. Oui, on me demande si effectivement les exemples que j'ai cités sont basés sur des exemples américains. Alors, je vais vous montrer dans la partie démonstration toutes les différentes catégories. Il y en a un petit peu plus de 80. Et effectivement, il y a un classement qui est fait par Internet pour effectivement coller à notre culture spécifiquement française. C'est toujours difficile de juger d'une culture un petit peu différente de la nôtre si un site, sauf évidence, qu'il peut appartenir à telle ou telle catégorie. Donc oui, il y a un traitement bien sûr en partie automatique, mais comme tout système automatique, il a ses limites et il y a des gens qui derrière valident aussi et qui manuellement, dans les cas gris si je puis dire, donc ni noir ni vert, et qui sont donc et qui parlent donc les différentes langues pour lesquelles parce que la solution donc est prévue pour fonctionner dans le monde entier bien sûr, comme vous le savez. Certains sites sont parfois classés dans de mauvaises catégories. Ça arrive, c'est prévu, donc je vais vous le montrer. On peut le faire remarquer à l'éditeur. Il y a un lien effectivement dans l'interface de Remote Management, et vous pouvez dire bah, effectivement ce site est mal catégorisé, et à ce moment-là il regarde votre requête, et à ce moment-là il est replacé si nécessaire. Ok, bah on va passer sur la partie démonstration. On va aller tout de suite dans la partie paramètres sur lesquels vous m'avez posé des questions. C'est essentiellement ici que vous allez gérer les différents points. Pour vous répondre tout de suite, c'est ici que vous pouvez par exemple tester un site. Donc on va prendre un site très connu, clubic.com, des nouvelles génériques dans le milieu IT. Et regarde, il le classe, il le catégorise, là il le met comme fiable. Si vous n'êtes pas satisfait de la classification, vous pouvez rapporter une erreur en cliquant juste ici et en faire part à Max qui va regarder ça. Cet outil aussi peut tout simplement vous permettre de savoir si tel ou tel site appartient à telle ou telle catégorie. Pour mettre en place les stratégies de sécurité, vous allez donc toujours dans Paramètres, Protection Web, Stratégie de protection. Et là, selon le type de poste, vous avez la possibilité de créer des différentes stratégies particulières. On va partir des postes de travail classiques. Vous lui donnez un nom avec le message qui apparaîtra si un site est bloqué, par exemple. Donc dans sécurité web et filtrage web, c'est là que vous allez retrouver les différentes catégories. Donc sécurité web, c'est vraiment la partie, je dirais, la plus essentielle de la stratégie de sécurité en 4 couches. C'est là que vous retrouverez effectivement tout ce qui est de nature purement sécurité. Et donc là, vous voyez des logiciels malveillants, du hameçonnage, des logiciels espions. Donc ça, c'est vraiment important et je dirais que c'est un basique de la sécurité. De manière plus fine, dans la partie filtrage web, là on retrouve beaucoup de catégories qui vont donc effectivement des responsabilités légales que j'ai abordées tout à l'heure dès le départ. Donc encore une fois, la responsabilité du dirigeant et des employés, selon les cas, peut être engagée au civil et au pénal s'il surfe sur ces catégories ici présentes. Sur la partie, les autres peuvent représenter, comme elle l'indique bien, des pertes de productivité. Donc on va retrouver des réseaux sociaux, des sites de rencontres, du jeu, du surf, différentes catégories. Donc vous pouvez manuellement donc bloquer ou autoriser telle ou telle catégorie en toute simplicité et donc affiner la stratégie de sécurité selon les cas. Donc ça vous permet en quelques clics d'appliquer une stratégie de sécurité assez efficace. Maintenant, il y a toujours des cas particuliers.
Et donc du coup, il existe de façon très classique des listes blanches et des listes noires. Donc bien sûr les blanches pour permettre dans tous les cas d'utiliser des sites spécifiques avec la possibilité d'importer un fichier CSV pour aller plus vite. Donc c'est là que vous pouvez par exemple importer, alors j'ai vu une question hein, sur une base de données spécifique donc dans le milieu de l'éducation. Donc je vous invite à vous rapprocher effectivement de cette université et de voir si effectivement elle met à disposition ce type de document pour pouvoir être intégré automatiquement donc en liste blanche ou en liste noire. La partie planification, c'est là qu'on parle des plages horaires. Donc vous pouvez très bien donc définir des moments spécifiques pendant lesquels appliquer ou non les stratégies de sécurité et de filtrage. Donc là, on est typiquement sur des horaires de bureau, donc de 8h à 18h. On bloque tout ce qui est à bloquer. Maintenant, vous pouvez effectivement être un petit peu plus souple entre midi et 2, par exemple pour ne pas être trop strict. L'idée, si vous voulez, de la protection web, c'est pas d'être trop strict. Il faut protéger l'entreprise, protéger les employés, protéger ses dirigeants, mais on peut pas non plus complètement les verrouiller. C'est pas une bonne méthode. Il faut trouver un juste milieu intelligent, mais ça, on pourra en parler directement un par un séparément. Et ensuite, la partie vérification de la bande passante. Lorsque vous avez effectivement un poste qui commence à télécharger beaucoup, donc on parle là par exemple typiquement de consommation de vérification, par exemple de consommation de sites comme YouTube ou d'autres sites qui consomment beaucoup de bandes passantes, hein, comme Twitch ou autres. Donc vous pouvez là effectivement partir sur une notification de l'administrateur pour. Alors, on en vient au point essentiel parce que aujourd'hui, effectivement, on pourra vous fournir la meilleure sécurité qui soit. Vous êtes des professionnels, des services managés et du support. Vous êtes venus nombreux pour participer à cette présentation web. Je vous en remercie encore une fois en passant. Mais l'idée, c'est de pouvoir le vendre et le placer chez vos clients. Hein. On est bien là pour ça. Donc, comment vous allez faire? Ce dont je ne vous ai pas parlé jusque-là, c'est la partie rapport. Vous êtes en mesure de créer des rapports sur l'usage pour justifier effectivement de la mise en place de telle méthode de sécurité et de filtrage auprès de vos clients. Donc typiquement, quand vous avez mis en place Web Protection, vous pouvez obtenir différents rapports. Alors je vais faire un extrait immédiatement, donc vous pouvez sélectionner des dates, vous pouvez, on va mettre, allez hop, 1er janvier, hein, par exemple, de l'année sur notre, non pas, je fais des bêtises, pardon, 1er janvier. Vous avez les différentes catégories de fonctionnalités, les différents types de fonctionnalités que vous avez, de paramétrage que vous avez, comme je vous les ai montré à l'instant. Vous pouvez distinguer selon les sites sur lesquels vous avez, selon votre organisation et le type de client que vous avez. On va regarder client 1, on génère le rapport et vous obtenez des graphiques qui vous donnent effectivement un exemple de demandes qui sont bloquées, celles qui sont autorisées. Bon, là, les graphiques que je vous présente seront nettement moins dynamiques que ce que vous pourrez trouver chez vos clients. Néanmoins, vous pourrez identifier par exemple les postes qui seront les plus, on va dire, dynamiques sur le réseau et les plus demandeurs. Vous pourrez savoir quelles sont les catégories qui sont les plus demandées, les plus visitées, les plus bloquées, et beaucoup d'autres informations précises qui vous permettront deux choses. Donc là encore, de justifier le filtrage web, et deux, en cas de demande judiciaire, donc de fournir des logs et des informations précises concernant un utilisateur qui aurait clairement exagéré et qui n'aurait pas été bloqué ou pas assez, ou etc.
vous avez la possibilité de fournir ces informations. Encore une fois, c'est sur demande judiciaire et dans les cas, on va dire les plus sérieux. Donc là, de façon exhaustive, tous les sites qui ont été effectivement concernés par le filtrage URL sur la période. La partie bande passante, donc qui est-ce qui télécharge et quel volume, et par type de portail. La bande passante totale demandée par tel ou tel service. Là, ça va plus vous servir pour déterminer l'évolution des besoins et tout simplement si la bande passante disponible chez le client correspond à son besoin et si ça risque pas de porter préjudice à l'intégrité de son système d'information et au bon fonctionnement de son entreprise. J'en ai fini sur cette présentation. Il me reste à vous remercier pour votre attention et de vous être mobilisé pour participer à ce webinaire. Nos équipes et moi-même serons à votre disposition pour vous aider, vous renseigner plus loin sur la partie web protection.